Il y a très longtemps, dans une Méditerranée lointaine, très lointaine, existait une cité du nom de Phocée. Cette cité était fort riche. Elle disposait de terres fertiles et d'un port en eau profonde lui permettant d'apprêter des navires à plus de 50 rames, chose extraordinaire en son temps. Grâce à ces navires, elle avait pu parcourir toute la Méditerranée et atteindre les colonnes d'Héraclès. Là-bas, elle était entrée en contact avec le roi du Tartessos, un roi richissime, maîtrisant l'or et le fer. Ce dernier leur avait proposé de venir s'installer sur ces terres, mais les Phocéens, attachés à leur pays et à leur patrie, avaient refusé. Le roi de Tartessos accepta leur décision et leur offrit 1001 richesses qui leur permit ainsi de construire des murailles qui préservaient les Phocéens en Asie mineure de leurs adversaires. Ils n'étaient donc plus tournés vers la guerre, ils étaient tournés vers la paix et vers le commerce. Disposés à chercher de nouvelles voies commerciales, un jeune homme du nom de Protis apprêta quelques navires. Il se rendit d'abord à Éphèse, car on lui avait dit, via un oracle, qu'il avait besoin d'amener dans son opération l'Artémis d'Éphèse, une divinité tutélaire et protectrice. Arrivée là-bas, une femme des plus recommandables, Aristarchée, accepta de se joindre à l'expédition et emporta avec elle quelques idoles. Ils traversèrent alors la Méditerranée et, arrivés de l'autre côté de la mer Égée, ils allèrent à Delphes. L'oracle de Delphes les convainquit d'aller au plus loin possible en Méditerranée, là où aucun Grec n'avait encore jamais installé de comptoir. Ils quittèrent ainsi les bords de la Grèce, passèrent non loin de l'Italie du Sud, de la Grande Grèce, contournèrent la Sicile, il n'était point Ulysse, et arrivèrent sur les bords de l'Italie. Là, ils entrèrent en contact avec une jeune cité en plein essor du nom de Rome. Les contacts furent fort bons, mais ils n'arrivèrent pas à obtenir de terres sur le domaine romain. Des échanges furent faits et une alliance immortelle fut créée. Les Romains, à partir de là, adoptèrent en leur cité le culte d'Éphèse. Quant aux Grecs, menés par Protis, ils continuèrent leur chemin. Ils longèrent toute la mer Tyrrhénienne. Ils étaient les premiers à l'explorer, entrèrent en contact avec la prestigieuse civilisation étrusque. Puis arrivèrent dans ce qu'ils appelèrent plus tard le golfe du Lion. Là, ils cherchèrent une crique pour faire relâcher leurs navires. Et ils arrivèrent par hasard près d'une petite tribu celtique qui organisait de grandes festivités. Les Grecs étant des commerçants fort réputés et surtout possédant une denrée fort précieuse à l'époque, le vin évidemment, furent invités à ce banquet. Le roi de cette tribu s'appelait Nanos et il allait marier tout simplement sa fille du nom de Péta. Cette belle Péta devait, durant les festivités, proposer son premier vers à son futur époux. Elle avait moult prétendants, évidemment, et certains étaient fortement recommandés par son père. Mais cette dernière connaissait les coutumes celtes. Elle savait qu'à partir du moment où elle aurait choisi un prétendant lié à son père, eh bien, elle perdrait son autonomie. Et c'est alors qu'un éclair de génie lui vint. Voyant dans l'assemblée ces jeunes Grecs installés, elle vit et reconnut immédiatement leur chef, le beau Protis. Et à la surprise générale, elle se dirigea vers lui et lui offrit, à lui, sa première coupe. À partir de là, les coutumes ne pouvant être enfreintes, on expliqua aux jeunes Grecs si ils voulaient accepter la main de la jeune Péta. Protis, malin et apparemment intéressé, accepta la proposition. Et, dès lors, il épousa la jeune Péta, qu'on commence à appeler Aristoeuxène, c'est-à-dire la meilleure des hôtes,
Ou peut-être certains la connaissent sous le nom d'Égyptis. C'était il y a très longtemps. On s'en rappelle plus très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette jeune demoiselle, en plus d'avoir des formes fort attrayantes apparemment, eh bien, a mené avec elle une petite dot. Les Grecs obtinrent ainsi du roi Nanos un petit bout de terre qui porterait à présent le nom de Massalia, c'est-à-dire un port de pêche et un petit comptoir. La ville grecque prospérait et les premiers colons, très vite, à l'image de leur jeune chef, s'unirent à de belles et jeunes autochtones. Le temps passait dans la paix, la bonne humeur, le commerce, tout ça, lorsque les tumultes de l'Est finirent par secouer l'Occident. En effet, à l'Est était en train de naître un immense empire, l'empire achéménide, fondé par Cyrus le Grand, celui-là même qui par sa puissance avait réussi à vaincre ce qu'on croit pourtant jamais invaincu, l'or du grand roi Crésus. L'Asie mineure tombait sous le joug des Mèdes, et avec elle, la ville de Phocée était menacée. La belle Phocée et ses remparts ne pouvaient résister plus longtemps à cet immense empire, et elle dut faire un choix, se soumettre à l'empire perse ou s'exiler. La moitié de la population décida de rester. Quant à l'autre, elle prit femme, enfant, elle prit tous ses biens et embarqua en direction des mers occidentales. Après avoir navigué encore une fois fort longtemps, elle décida de relâcher sur une petite île au sud du golfe de Lion, la Corse, et elle fonda une petite cité du nom de Alalia, que peut-être vous connaissez sous le nom d'Aléria. Cette cité fondée, ils commencèrent progressivement à s'adonner à la piraterie. Comprenez bien, ils étaient fort nombreux, et c'était une excellente route commerciale, menant notamment de l'Empire étrusque au grand comptoir carthaginois de Méditerranée du Sud. Et ces Grecs, opposés aux Phéniciens de tout temps, ne voyaient aucun problème à attaquer les navires commerciaux de leurs adversaires. Mais cela a très rapidement perturbé l'équilibre géopolitique de la région, si bien qu'une coalition carthago-étrusque commença à se monter, et plus de 120 navires vinrent attaquer la cité d'Alalia. La petite cité ne pouvait point se défendre, et Marseille vint à son secours. Et c'est ainsi que 60 navires grecs affrontèrent un nombre 2 fois plus nombreux de navires adverses. La bataille fit rage. Elle fut terrible. Il y eut très peu de survivants. C'est pourquoi d'ailleurs, on n'en connaît que très peu de détails. Ce que l'on sait, c'est que les Grecs perdirent les 2 tiers de leurs navires, mais que leurs ennemis en perdirent encore plus et durent leur céder le terrain et se replier. Malheureusement, la bataille ayant eu lieu non loin des côtes étrusques, la plupart des marins grecs qui avaient dû atteindre la terre en nageant furent attrapés par ces derniers et lapidés dans les cités de leurs ennemis. À partir de là, les jeunes d'Alalia décidèrent de rejoindre leurs anciens de Massalia. La ville de Massalia connut alors un essor fulgurant, démographique et surtout hellénique, grec. Ce qui commença à déplaire à leurs voisins celtes, qui au début pensaient voir une petite cité, un petit comptoir s'installer, et qui finalement commençaient à voir une immense mégapole s'installer, une cité fondant des petits comptoirs tout au bord de la Méditerranée. Se sentant menacé, un des descendants du roi Nanos fut décidé à fomenter un complot. Ce complot était simple. Avec les plus vaillants guerriers de sa tribu, il décida d'approcher de la cité adverse. Cette cité de Massalia, à l'époque, avait de grandes festivités en l'honneur d'Artémis. Et elle faisait venir énormément de vin de l'extérieur. Les jeunes Celtes étaient cachés à l'intérieur des tonneaux. Et lorsque ils s'apprêtaient à bondir pour terrasser les Grecs, au dernier moment, furent informés, encore une fois grâce à l'amour, par une jeune femme autochtone qui avait eu vent de ce complot. Elle prévint alors les dirigeants de Massalia, qui tuèrent
leurs adversaires. Encore une fois, Massalia était sauvée grâce à l'amour. La cité, depuis, ferme toujours ses portes pendant ces festivités et impose que la moitié des guerriers doivent être sobres durant ces dernières. Oui, c'est une bonne mesure. Mais elle n'était pas au bout de ses peines, car la civilisation celte allait connaître ses heures de gloire. En effet, quelque temps après, alors que le temps avait passé, le monde celte entra en effervescence. Il pillait l'ensemble du monde connu. Delphes fut pillé, mais avant cela, Rome fut attaquée et mis au tribut par le grand souverain Brennos. Et à la même période, Massalia, elle aussi, était assiégée. Heureusement, alors que le siège semblait perdu pour les Grecs, Artémis, en personne, apparut pendant son sommeil au roi des Celtes. Elle le menaça. S'il s'emparait de la ville de Massalia, sa civilisation tomberait. Le grand roi celte, fort sage, et ne pouvant faire fi d'un tel présage, décida d'entrer sans armes dans la cité de Massalia et fit un accord commercial et une alliance avec les Grecs. Et depuis, les Grecs et les Celtes s'entendèrent très bien. Quant aux Grecs, ils n'oublièrent pas leurs alliés romains et payèrent une partie du tribut exorbitant qui avait été exigé par le roi Brennos. Les Romains s'en souvinrent longtemps, et lorsque plus tard les Massaliotes seraient menacés, ils viendraient à leur aide. Entre-temps, les civilisations grecques et celtes florirent et vécurent ensemble. D'ailleurs, voici un petit peu ce qu'on en dit. Sous l'influence des Phocéens, les Gaulois adoucirent et quittèrent leur barbarie et apprirent à mener une vie plus douce, à cultiver la terre, à entourer les villes de remparts. Ils s'habituèrent à vivre sous l'empire des lois plutôt que sous celui des armes, à tailler la vigne et à planter l'olivier. Et le progrès des hommes et des choses fut si brillant qu'il semblait non pas que la Grèce eût émigré en Gaule, mais que la Gaule eût passé dans la Grèce. Voici pour l'aspect mythologique. Demain, nous parlerons de l'aspect scientifique. Ne laissez donc pas de commentaires, car demain, le sujet est déjà tout désigné.